On continue donc ce débat sur l'Europe. L'accord sur les droits de douane, Donald Trump a-t-il humilié l'Europe? Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez la désagréable impression en tant que Français de vous être tout simplement fait avoir au détriment de Washington? Il y a des airs de gueule de bois, en tous les cas, 24 heures après cette annonce de l'instauration de 15% de droits de douane. Quelles conséquences sur l'économie et les entreprises? Nous sommes avec Franck Schwann, vice-président en charge de la Commission internationale des CPME. Bonjour Franck Schwann. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? C'est à vous qu'il faut poser la question. Ça pourrait aller mieux. On est bien d'accord sur le constat. Ça pourrait aller mieux. Puisqu'en fait, en effet, ce sont un accord. Alors, on pourrait être d'un côté positif, parce qu'enfin, on a un accord et nous, PME, ne pas avoir de visibilité à plus de 3 mois, c'est très contraignant et ça bloque tout investissement et beaucoup d'autres fonctionnements au sein de l'entreprise. Mais en effet, 15%, ça devient élevé, voire très élevé pour nos entreprises françaises qui souhaitent exporter aux États-Unis. Alors, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Les petites et moyennes entreprises, c'est quoi? Ça concerne combien de petites et moyennes entreprises, cet accord sur les États-Unis? Je voyais, je crois, hier dans le Figaro ou les Échos, que c'était 1500 entreprises. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Ah oui, absolument, c'est à peu près ça, tout à fait. On n'a pas le chiffre exact parce qu'on n'a pas un listing exhaustif de toutes les entreprises qui exportent, mais il faut savoir que la grande majorité des exports sont réalisés par des PME et non pas que par des grands groupes. Et c'est la vitalité de nos exports dépend de beaucoup de PME. C'est tout à fait un chiffre. Quels sont les secteurs qui sont le plus touchés? Vous savez, c'est tous les secteurs. Là, on est à 15% sur tous les secteurs. Il y a néanmoins des secteurs qui restent dans un flou, puisqu'en fait aujourd'hui, on ne sait pas si en dehors de l'aéronautique, qui est un secteur stratégique et qui serait à 0%, et qui est à 0%, on ne sait pas si d'autres secteurs qui étaient dits stratégiques seraient également à 0%, puisqu'ils n'ont pas été évoqués lors de la rencontre entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Notamment les spiritueux, notamment le bois et bien d'autres secteurs. Également les produits pharmaceutiques. On est toujours un peu dans l'incertitude par rapport au taux exact qui va être appliqué. Donc, les produits pharmaceutiques, on n'était pas à 15% justement? C'est pas encore certain, ça, Franck Schwann? Oui, si, c'est 15%, mais ça n'a pas été abordé de vive voix. Donc, c'est pour ça que des fois, il peut y avoir un peu un flou, mais en effet, ça devrait être 15%. Alors, c'est vrai qu'on sent dans votre voix qu'il y a de l'incertitude, ça c'est pour la mauvaise nouvelle, mais quand même un petit peu d'espoir, puisque c'est l'incertitude. Est-ce que vous espérez encore que la France puisse un petit peu infléchir cet accord? On l'espère bien, puisqu'on est quand même là sur un taux qui est très élevé. N'oublions pas qu'on part de zéro et que 15% en chiffres, ça représente quoi? Ça représente sur 50 milliards d'euros d'export, c'est donc 1,8 milliard d'euros de taxes. Et c'est d'autant, je dirais quelque part, pas forcément d'autant, mais en grande partie d'autant de marge en moins, donc de compétitivité en point pour nos entreprises. C'est au final un partage peut-être en partie des taxes entre l'importateur et l'exportateur, qui lui-même va être affaibli. Ça va être de toute façon à terme, et on va le voir que dans 3 ou 6 mois, une augmentation sur des produits importés aux États-Unis pour le consommateur final, les Américains. Donc on risque d'avoir une spirale négative qui va tendre vers moins de consommation. Donc de toute façon, on sait qu'il va falloir se préparer, nous PME, à réagir à un moment qui s'annonce quand même compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que c'est a priori 15%. Donc au moins, on peut commencer à se préparer parce qu'il n'y a rien de tel que l'incertitude et l'instabilité. Franck Schwann, il faut que, pour nos auditeurs, qu'on comprenne pourquoi c'est compliqué, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Il y a des marges plus réduites peut-être, moindre absorption au coût, des coûts fixes justement, et peut-être moins de capacité de négociation que les très gros groupes, n'est-ce pas ? Oui, en effet, parce que les très grands groupes, eux, peuvent négocier un prix minimum. Ils ont d'autres moyens de pression que nous n'avons pas, nous, PME.
Et puis je dirais que là, on parle des taxes. C'est un élément, mais n'oublions pas qu'en plus de cela, il y a un élément négatif, c'est la parité euro-dollar. Oui, l'appréciation du dollar par rapport à qui est aujourd'hui de 12 voire 13%. Et qui va donc augmenter d'autant le prix final du produit apporté par les Américains. Donc en fin de compte, on est à 15 plus 12, donc on est à 27%. Et là, on frôle les 30%. On sait qu'au-delà de 30%, on arrive dans une zone critique où on a clairement une perte importante de compétitivité et un fort risque de régression de nos ventes. Vous avez peur de la casse, tout simplement ? Oui, mais la casse, elle est déjà un petit peu là. Il faut pas se leurrer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà depuis le mois d'avril, les entreprises ont stoppé leur programme d'investissement. Ils commencent déjà à regarder en interne comment s'adapter. Et déjà, les ventes ont été... Pardonnez-moi, Franck Schwann, à cause de ces droits de douane, ou parce qu'il y a aussi, l'affaire du budget qui a créé beaucoup d'instabilité, le budget français, le plan Bayrou que beaucoup d'entreprises attendaient aussi. Alors là, je parle du côté international, puisque je m'occupe en particulier de la Commission internationale au sein de la CPME, et on parle de l'export, on parle des tarifs. Il y a dans le monde actuel où l'on vit de grandes tensions géopolitiques. Qui vont faire que, notamment on l'a vu entre la Russie et l'Ukraine dans un premier temps, mais encore aujourd'hui, très récemment entre l'Israël et l'Iran, une forte pression sur les matières premières, notamment l'énergie. Et donc, ce qu'on a connu au moment de l'Ukraine, au tout début du conflit, c'était une forte hausse de l'énergie et des matières premières agricoles. Là, on le revoit déjà avec le conflit Israël-Iran, où déjà l'énergie a augmenté de 20%. Donc, c'est d'autant de facteurs qui affaiblissent nos entreprises et donc leur compétitivité. En plus de cela, nous avons ces taxes qui viennent nous impacter, mais pas qu'avec les États-Unis. N'oublions pas que la Chine également a eu une forte attaque sur l'Europe et en particulier sur les brandies l'an dernier et qui a mis en forte difficulté tout le cognacet. Et oui, c'est ça aussi le deuxième effet, si j'ose dire, la crainte de se faire envahir par les produits chinois. Merci Franck Schwann. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge de la Commission internationale de la CPME et que aujourd'hui les petites et moyennes entreprises que vous représentez sont extrêmement inquiètes après cette annonce d'accord, si on peut appeler ça un accord, entre Ursula von der Leyen et les États-Unis. Merci à vous. Oui, allez-y. Je me permets de rajouter une phrase, c'est qu'en fait, on parle d'accord, mais en fait, il n'est pas encore signé, d'accord. Donc, on doit être prudent. Et la deuxième chose, c'est que là, on voit court terme, mais à long terme, il faut en tirer peut-être une leçon très simple, c'est que désormais, l'Europe ne doit plus tergiverser et se donner les moyens de reconstruire sa souveraineté économique, agricole, énergétique, technologique, militaire et numérique même. Et cela commence peut-être maintenant à réfléchir comment l'Europe peut-elle être, l'Union européenne peut-elle être plus forte face à ce genre de conflits et d'accords commerciaux qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles pour nous, en effet. Évidemment, et puis surtout être unis, ce qui ne semble pas être le cas. Merci Franck Schwann. Et justement, vous me donnez la transition toute trouvée, puisque c'est précisément de cela qu'on va parler avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir ? Plus que jamais, cette question est d'actualité aux éditions Studirama. Bonjour Patrick Martin-Genier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une petite question avant de marquer une pause et de vous retrouver après. Vous l'avez entendu, Franck Schwann, qui s'interrogeait sur cette souveraineté, parce que c'est vrai que Patrick Martin-Genier, cet accord est économiquement extrêmement discutable pour la plupart des Français, même si certains secteurs sont épargnés, mais surtout politiquement désastreux pour l'Europe. Oui, politiquement, c'est une bérésina, effectivement, parce que l'Europe a montré qu'elle s'était considérablement affaiblie. Et d'ailleurs, sans vouloir accuser Mme von der Leyen, la presse britannique est très dure vis-à-vis d'elle, parce qu'on l'appelle Ursula von der lying down, c'est-à-dire la personne qui s'est couchée. Et donc, voilà, ça c'est très grave. Elle n'a pas été capable de montrer les capacités de rétorsion de l'Union européenne, et donc politiquement, c'est un véritable désastre. Eh bien, écoutez, on en parle avec vous dans quelques instants, Patrick Martin-Genier.
Genier, en direct sur Europe 1. Et vous, évidemment, auditeurs, n'hésitez pas à venir réagir. Ah oui, vous avez l'opportunité de nous proposer votre réaction, auditeur d'Europe 1. Le numéro de téléphone du standard Europe 1, facile à retenir. Mais je vous le rappelle quand même, 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. Et jusqu'à 13h, des débats concernant l'actualité et vos réactions en direct sur Europe 1. Vous faites le 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé pour réagir. Et nous sommes toujours avec notre invité Patrick Martin Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir? Je le disais, cette question, Patrick Martin Genier, elle est plus que jamais d'actualité. Vous parliez justement de la réaction de la presse anglaise sur cet accord. Ursula von der Leyen qui se serait couchée. Mais enfin bon, Patrick Martin Genier, les Anglais s'en sortent mieux que nous, 10%. Oui. On rappelle qu'il y a eu le Brexit. C'est vrai que il n'y a pas de quoi pavoiser en Europe. Ça veut dire quoi? Ça dit quoi que le Royaume-Uni s'en soit mieux sorti que nous finalement? Vous savez, on a toujours dit que le Royaume-Uni était un État presque américain, c'est-à-dire qu'au final, rappelez-vous la phrase de Churchill, lorsqu'il faudra choisir entre l'Europe ou le Grand Ouest, on choisira toujours le Grand Ouest, à savoir les États-Unis. Le Royaume-Uni s'est complètement couché également. Le Premier ministre Keir Starmer, de surcroît Premier ministre travailliste, a été reçu dans son golf. Ça fait plusieurs semaines qu'il négocie avec les États-Unis, et bien évidemment qu'il y aura des tarifs qui pourraient être même inférieurs à 10%. Oui, le Premier ministre britannique a joué uniquement son intérêt national, il a défendu son industrie, il a défendu son pays, il y est parvenu, et par conséquent, oui... c'est surtout qu'il ne fait plus partie de l'Europe, surtout. Voilà, non, mais ce qui est parfaitement humiliant en plus pour Ursula von der Leyen, c'est d'être reçue dans un pays qui n'est plus dans l'Union européenne, dans le golfe de Donald Trump, dans une salle de bal où Madame Ursula von der Leyen a dû patienter dans une salle de bal que M. Trump ait fini sa partie de golf. Donc c'est vraiment très très humiliant. Et de surcroît, vous savez qu'on avait dit qu'au final, elle espérait obtenir un tarif de 10%, et c'est même pas 10%, c'est 15%. Donc c'est quelque chose d'extrêmement qui va avoir un impact considérable pour les industries européennes. Certains parlent de 0,5% de produit national brut pour chacun des pays, la moitié d'un point de croissance. Que vont nous coûter ces droits de douane aux États-Unis? Patrick Martin Genier, ce qui attire l'attention aussi, c'est que non seulement personne ou presque n'est content de cet accord global, mais Ursula von der Leyen a défendu des intérêts un petit peu divers. L'Allemagne, notamment l'automobile, s'en sort un peu mieux que la France. Ça interroge aussi sur l'unité de l'Europe, et c'est en ce sens-là que je pensais qu'il était intéressant de faire ce débat avec vous sur l'affaiblissement de l'Union européenne quand même. Ça dit beaucoup. Oui, ça dit beaucoup parce que à la décharge de Mme Ursula von der Leyen, de la Commission, qui a reçu un mandat pour négocier, en réalité, elle savait très bien que l'Union européenne n'est pas unie, et Donald Trump le sait très bien. Il sait très bien que Mme Meloni, la présidente du Conseil italien, ne tient pas à entrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Mme Meloni est proche idéologique de Donald Trump. C'est une médiatrice, c'est une interlocutrice privilégiée. Donald Trump le sait. Par ailleurs, le chancelier allemand Friedrich Merz, dont on dit qu'il voulait relancer la coopération avec la France, finalement trouve que cet accord c'est le moindre mal. J'ai regardé l'interview préalable, l'entretien entre Ursula von der Leyen et le président Trump avant, et lui, Trump fait une exception sur les automobiles, et il a dit qu'est-ce que je vois aux États-Unis? Je vois des BMW, des Mercedes, des Volkswagen, aucune voiture française, et donc on sait très bien que le chancelier allemand finalement s'en sort plutôt bien, car l'industrie automobile allemande va pouvoir continuer à exporter, même moyennant 15% droits de douane. C'est vrai aussi que des marques comme BMW ont leurs usines déjà aux États-Unis. Fort heureusement pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je lisais des observateurs, des experts ce matin estimer que l'Europe avait été aussi affaiblie par le dossier ukrainien. Parce que finalement, il ne fallait pas être trop méchant avec les États-Unis, de peur qu'ils ne se désengagent en Ukraine. Quel est votre regard sur ce diagnostic ?
Tout ce que je sais, c'est que lors du sommet de l'OTAN, les États européens également ont cédé aux injonctions de Donald Trump de consacrer plus de 5% de leur produit national brut à leur défense nationale, ce qui est tout à fait considérable, pas très important. Mais l'Europe a le tort de suivre Donald Trump dans ses, ses positions qui sont parfois contradictoires, qui changent extrêmement rapidement. On a vu par exemple dans un premier temps, il souhaitait abandonner l'Ukraine avant de dire que finalement Vladimir Poutine était quelqu'un de très méchant et qu'il fallait continuer à soutenir l'Ukraine. Et enfin, il vient, après avoir donné un ultimatum de 50 jours, il donne maintenant un ultimatum de 10 à 12 jours pour que la Russie arrête ses bombardements sur l'Ukraine. De toute façon, une chose est certaine, c'est que l'Europe ne pourra pas se substituer à l'Amérique pour continuer à aider l'Ukraine. Donc oui, il y a ce dossier ukrainien qui empoisonne les relations entre les deux blocs. Oui, et puis qui nous bloque, qui n'est pas dans notre intérêt et qui nous met un petit peu à la merci quand même des États-Unis. Patrick Martin-Jeunier, vous restez avec nous si vous le voulez bien. Les auditeurs nous appellent. On a un auditeur qui nous appelle de Bordeaux, Lancelot. Bonjour Lancelot. Bonjour madame. Bonjour, merci bonjour votre intervenant. Oui, bonjour, merci d'intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lancelot ? Moi, je suis ouvrier artisanal. Est-ce que vous sentez précisément concerné par cet accord qui n'en est pas un, On commence à comprendre que ça a été quelque chose plutôt d'imposé par le président américain. Enfin, quel est votre regard ? Alors oui, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous voulez dire. C'était l'un des points que je voulais mentionner. C'est que pour moi, on parle d'accord, c'est pas un accord, puisque là, on subit complètement une décision des États-Unis avec Madame von der Leyen qui part là-bas et qui se met à genoux devant et qui dit oui, d'accord, ok. Donc déjà pour moi c'est pas un accord. Le mot accord déjà c'est pas bon. Ensuite je me sens concerné pas en tant qu'entreprise ou autre, je me sens concerné en tant que Français et en tant qu'Européen. Mais d'abord en tant que Français parce que évidemment que ça va affecter nos entreprises françaises, les PME entre autres. Et ensuite on parle de guerre économique, mais pour moi pendant une guerre économique on est censé se battre du coup économiquement et défendre nos intérêts. Je vois pas à quel moment Ursula von der Leyen a défendu nos intérêts. Elle défend depuis le début, depuis qu'elle est à la tête de la Commission européenne, elle défend les intérêts des Allemands. Pour l'automobile, ça a commencé par le Mercosur où elle a signé des accords dans notre dos où Emmanuel Macron a dit s'est réveillé en se disant tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous on avait une crise en France parce qu'il avait décidé de faire la dissolution, donc on s'est Mais est-ce que ce n'est pas un affaiblissement d'Emmanuel Macron aussi ? Ah bah si, mais complètement. Mais lui, à la limite, aujourd'hui, il a plus de poids, mais il cherche pas à avoir du poids en France, il cherche à viser la tête de l'Europe. Lui, à la limite, c'est plus trop son problème. Je pense qu'il s'en fiche aujourd'hui, parce que lui, il n'a pas d'intérêt particulier. En tout cas, c'est pas ce qu'il a montré depuis 8 ans, à ce que la France s'en sorte. Quand on voit la situation actuelle, quoi. La dernière chose que je voulais dire, et j'étais un peu surpris, aucun média n'a parlé de la motion de censure contre Ursula von der Leyen. J'en ai entendu parler que ce matin par votre collègue sur Europe 1 et j'étais très surpris. Moi, j'en ai entendu parler qui date un petit peu, qui est passé, il y a des Si, on l'avait évoqué, mais il se trouve qu'elle n'a pas été votée. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est que aujourd'hui, on entend Bayrou, on entend les LR et tout ça dire oui, l'accord avec les États-Unis, c'est n'importe quoi, l'Europe est faible, etc. Ils avaient la possibilité il y a 2 semaines de la mettre dehors, Ursula von der Leyen. Et ils n'ont pas voté pour. Vous avez raison de souligner ça. Non mais c'est dingue. Aucun média là, les France Inter et les médias publics là, c'est leur boulot aussi de parler de tout ça. Et il y en a pas un qui a parlé de la motion de censure, alors qu'on parle que des motions de censure contre Bayrou qui sont jamais votées là. En fait, ça fait des années qu'elle est à la tête de l'Europe, Ursula von der Leyen, et qu'elle fait n'importe quoi. Et la France là-dedans, elle y perd. On va peut-être poser la question à notre spécialiste des questions européennes, Patrick Martin-Jeunier. Notre auditeur fait bien de souligner ce point. C'est vrai qu'on a quand même des réactions un petit peu courroucées des ministres. On les a entendus hier, Benjamin Haddad, Laurent Saint-Martin, François Bayrou qui parle carrément de soumission, de jour sombre, Éric Lombard ce matin qui parle d'un accord perdant-perdant. On a l'impression qu'on subit alors qu'on n'est pas européen, qu'on n'a pas voix au chapitre, et pourtant Ursula von der Leyen se maintient à la tête de l'Europe. Comment vous expliquez cela ? Écoutez, votre interlocuteur a tout à fait raison. Le seul problème, c'est que historiquement, il n'y a jamais eu
de motion de censure contre une commission européenne. Il y a une trentaine d'années, il y avait une menace lorsque Madame Cresson était d'ailleurs commissaire européenne, mais une motion de censure n'a jamais été votée. On ne sait pas ce que ça donnerait, et à supposer même qu'une motion de censure serait votée, rien n'empêcherait les chefs d'État et de gouvernement de renommer Madame Ursula von der Leyen. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Peut-être faudrait-il aller jusqu'au bout, mais pour l'instant c'est tout à fait incertain. Par rapport à ce que dit votre interlocuteur de Bordeaux, et moi j'aime beaucoup Bordeaux parce que j'y suis allé il y a pas longtemps. Moi, il y a autre chose qui m'inquiète, c'est pour la filière viticole bordelaise, pour le bordelais, parce que rien n'assure que le vin, les viticulteurs n'auront pas de nouveau à payer 15%, voire plus, de frais de douane aux États-Unis. Et c'est donc, vrai que c'est incertain concernant la viticulture. Incertain, il a tout à fait raison, et tout le monde a raison de souligner que cet accord n'en est pas un. Tout peut changer du jour au lendemain. On parle de l'acier, de l'aluminium qui continuerait à être imposé à 50%. Les produits pharmaceutiques, on ne sait même pas. On nous parle de 50% alors que normalement ça devrait être 15%. Bref, cet accord n'en est pas un. C'était très mal ficelé. Et quant en effet à la France, malheureusement, j'ai bien peur que la France n'ait pas voix au chapitre, dans la mesure où l'Allemagne s'est résignée à cet accord. L'Allemagne également. La Hongrie de M. Orban également a dit que Mme Ursula von der Leyen avait été mangée au petit déjeuner. Et malgré les mais Patrick Martin-Genier, oui. J'insiste, mais notre auditeur Lancelot a raison. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant d'être représenté par cette dame qui manifestement ne va pas dans les intérêts des différents pays et n'a pas le poids nécessaire. Est-ce qu'elle avait quand même des choses, si vous voulez, des arguments, notamment sur la question des services. Pourquoi elle les a pas mis en avant et pourquoi elle est toujours là? Parce que d'abord, elle s'est complètement couchée. Vous savez, on avait des mesures de rétorsion. On pouvait activer au mois d'avril 20 milliards de rétorsion contre les États-Unis. On ne l'a pas fait. On pouvait activer entre 93 et 100 milliards d'euros de mesures anti-coercitives et de mesures contre les États-Unis. Elle a décidé de ne pas le faire. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas écouté la France. Pourquoi est-elle là? Parce qu'on ne peut pas la forcer à démissionner. Si une solution existe très clairement, c'est que la France mette son veto à cet accord qui doit être ratifié par l'ensemble des États au niveau du Conseil des ministres. Mais la France, comme vous savez, est affaiblie. François Bayrou a dit que c'était un jour sombre. On ne connaît toujours pas la position du président de la République. C'est un aveu, effectivement, d'échec. C'est un aveu d'échec. Donc, si la France veut montrer, comme le général de Gaulle l'avait fait en son temps, qu'elle s'oppose à cela, eh bien, soit c'est une politique de la chaise vide, soit c'est un veto que la France peut mettre pour forcer précisément la Commission européenne à rééquilibrer cet accord, comme l'a dit M. Lombard, le ministre de l'économie. Donc la France a encore la possibilité de mettre un veto, vous nous dites. Oui, la France peut mettre son veto à cet accord qui est complètement déséquilibré. C'est la seule chance qui nous reste dans la mesure où on voit bien que l'ensemble des autres pays européens vont se rallier à cet accord, même s'il est parfaitement néfaste pour l'économie européenne. Oui, merci Patrick Martin-Genier d'avoir été avec nous. On poursuit peut-être un petit peu sur ce sujet avec des auditeurs qui veulent réagir sur Europe 1 et qui ne sont pas contents manifestement. Absolument, Stéphanie Demuru et vous, c'est jusqu'à 13h et vous avez la possibilité de réagir, de donner votre avis en direct sur l'antenne d'Europe 1. 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. Dans quelques instants, le journal permanent sur Europe 1, Stéphanie Demuru et vous. Jusqu'à 13h, vous réagissez au débat d'actualité proposé par Stéphanie Demuru en direct sur l'antenne d'Europe 1, 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé et pour l'instant, vous vous exprimez sur l'accord sur les droits de douane. Donald Trump a-t-il humilié la France? Appelez-nous 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Et c'est oui pour beaucoup d'auditeurs qui se bousculent au standard, qui veulent exprimer leur colère après cet accord qui n'en est pas un. On était avec Lancelot de Bordeaux, on va lui dire au revoir et on va peut-être le faire réagir quand même à ce que lui a répondu Patrick Martin-Genier. Lancelot, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui se réjouit aujourd'hui en France de cet accord. On parle beaucoup de soumission, d'humiliation. Là, on entendait le patron du MEDEF ce matin, c'est aussi votre tonalité. Ah bah oui, c'est une vraie humiliation pour l'Europe et pour la France, encore une fois. Je pense qu'il va falloir bien réfléchir pour nos prochaines élections européennes et aussi nationales, de savoir ce qu'on veut donner comme chemin et comme trajet pour notre pays, pour retrouver une certaine indépendance et une certaine force et voilà, une place en fait sur le marché mondial. La France était puissante, il faudrait qu'on retrouve cette puissance.
ça serait bien. Mais du coup, je pense pas que ce soit avec la Macronie. Merci en tout cas, Lancelot, de nous avoir apporté votre point de vue. Vous nous appeliez de Bordeaux. On va prendre un autre auditeur, Richard, qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis d'un grand fan. Bonjour, merci de me recevoir, c'est très gentil. Merci à vous de nous appeler sur Europe 1. J'ai la double nationalité française et américaine. Bon, je suis plus français intéressant aujourd'hui. Oui, exactement. Donc d'un côté je pleure, de l'autre côté je ris. Eh bien écoutez, je ne vous demande pas de quel côté vous pleurez. Ouais, voilà, exactement. Mais dans tout ça, il est où notre cher président Macron en ce moment? Je crois qu'il s'est toujours pas exprimé. Non, oui, ça fait quelques jours qu'il s'est pas exprimé. C'est quand même incroyable. Moi, je vois aux États-Unis, c'est la fête. Et aux États-Unis, vous savez, il y a un programme sur HBO. Oui. Ça s'appelle, c'est Bill Maher, c'est un comique américain, je ne sais pas si vous connaissez, qui était contre Donald Trump. Et là, hier, il vient de dire que peut-être que sa politique de tarifs, c'est pas si mal que ça. Tout le monde disait que ça va être une catastrophe pour les États-Unis, blablabla. Et pour l'instant, peut-être dans le futur, mais pour l'instant, tout va bien aux États-Unis. Ils font la fête. Hein. Moi, j'ai parlé avec des amis. Et nous, on se fait humilier. Les Français se font humilier. Pour qui Van der Leyen se prend, quoi, qu'elle décide pour nous. C'est quand même incroyable et on se laisse faire. Il faudrait un petit peu se réveiller. Alors, on a tous nos politiciens qui sont tous des bons petits européanistes qu'aujourd'hui, ils sont pas contents. Il fallait se réveiller avant. Hein. Alors, où on sort de l'Union européenne, où on la refait de fond en comble. Et on dit au revoir à Madame Van der Leyen. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous avez tout à fait raison d'exprimer votre colère et de vous étonner sur le silence d'Emmanuel Macron. Patrick Martin-Genier, notre spécialiste des questions européennes, nous disait à quel point c'était manifestement compliqué. On se demande comment, effectivement, Ursula von der Leyen est toujours à ce poste avec autant de mécontentement. Et pourtant, et vous avez aussi raison... mon cher Richard, de nous dire que c'est assez déséquilibré. On rappelle quand même, et on comprend pourquoi ils se réjouissent, que parmi cette pseudo-accord, il y a l'achat de 750 milliards de gaz aux États-Unis. C'est 4 fois plus qu'aujourd'hui. On se demande presque comment on va y arriver. Et surtout, moi, ce qui attire l'attention, ce sont ces 600 milliards d'investissements aux États-Unis, alors qu'on a tellement besoin d'investissements. Il faut lire le rapport de Draghi sur la compétitivité. On en aurait besoin, nous, de ces milliards, n'est-ce pas? Bien sûr, ça c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous avez un président qui n'est pas le président de la France? Il n'en a rien à faire des Français. Et ça fait des années que c'est comme ça. Lui, de sa bouche, c'est toujours l'Europe. Et on voit où on en est aujourd'hui. C'est quand même. Ils ont fêté là ce week-end encore une fois les 1 an des Jeux Olympiques. Mais moi, ça me fait rire tout ça parce que on en est où 1 an après, quoi. Et tout l'argent qu'on a dépensé, les 1,5 milliard qu'on a dépensé pour nettoyer entre guillemets la Seine, c'est ridicule tout ça, quoi. Vous n'êtes pas allé vous baigner? Non, pas encore. Pas encore. Richard, il y a quelque chose d'intéressant que vous nous disiez tout à l'heure. Vous avez eu, vos amis américains, puisque, je le rappelle aux auditeurs, vous l'avez dit, vous avez la double nationalité. Là-bas, clairement, on se réjouit d'un accord. Et c'est vrai que même les critiques de Donald Trump baissent un petit peu le ton aujourd'hui, c'est ça? Oui, exactement. Et puis les impôts vont baisser. Moi, j'ai des amis qui ont des entreprises aux États-Unis qu'en ce moment, ils paient 23% et ils parlent aux États-Unis que ça va peut-être baisser les impôts pour les grosses entreprises ou les entreprises en général vont baisser parce que ces taxes vont renflouer les caisses. Oui. Voilà, de 15%. Vous vous rendez compte? 15%. De 23 à 15%, vous dites. Voilà. Bon, c'est pas 100% sûr, mais il y a beaucoup de politiciens qui parlent d'abaisser les impôts, quoi, les taxes de 23 à 15, quoi. C'est extraordinaire. Et nous, on cherche 40 milliards, on les trouve pas, mais on va nous taxer encore plus. Donc on marche sur la tête, comme disait quelqu'un avant vous. Merci en tout cas, Richard, de nous avoir apporté votre avis de franco-américain. Écoutez, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il vous reste l'autre moitié aujourd'hui pour vous réjouir. Oui, vous venez d'où aux États-Unis, votre autre moitié? C'est au Texas. Je suis un cow-boy français. Non, oui. Je rigole. Texas qui est très républicain. Voilà, ma fille, hein.
Oui, et moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai voté Donald Trump. J'avais voté aussi 2 fois pour Obama, mais il m'avait déçu sur beaucoup de choses. Oui. Mais là, je pouvais pas voter pour quelqu'un d'autre et je suis ni raciste, ni fasciste, ni rien du tout. Mais il avait le bon sens, quoi. Et le mouvement woke, c'est fini. C'est-à-dire, c'est en perdition. La cancel culture. Certaines causes de LGBT, c'est fini. Donc voilà, il y a beaucoup de positifs. Des fois il devrait se taire, des fois il parle un peu trop pour dire des bêtises, mais c'est le personnage, quoi. C'est Donald Trump. Oui, vous avez le sentiment que aujourd'hui la population, enfin c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de clivages aussi aux États-Unis. C'est un immense pays, mais que finalement, voilà, il y a des choses qui sont faites qui semblent satisfaire les États-Unis. Vous nous dites ça? Oui, pour l'instant, oui. Si vous allez au Texas, maintenant je connais pas tous les États, mais vous savez, les États après le Covid, les États en faillite, c'était la plupart des États démocrates, parce qu'ils ont tout fermé. Le Texas, moi quand je suis parti voir ma fille, elle habite au Texas. Oui. Moi je suis parti la voir fin 2021 quand on commençait à rouvrir tout. Au Texas, au magasin, vous n'avez pas, c'était votre décision si vous vouliez mettre un masque ou pas, et tout le monde travaillait. Oui. Même chose en Floride, mais c'est des États républicains. Voilà, et aujourd'hui, ils sont pas en faillite, tandis que vous avez New York et la Californie qui sont en faillite. Oui, et d'ailleurs, ça se voit dans les rues. Quand on voyage un petit peu aux États-Unis, on voit à quel point c'est un pays qui a changé, malheureusement. Hein. Oui, exactement. Mais voilà, mais le Texas, au Texas, ça va bien. Hein. Le Texas, c'est... Voilà, en Floride aussi, je vais souvent en Floride pour mon métier, mais voilà. J'étais à New York récemment, c'est très beau New York, mais qu'est-ce que c'est cher, et puis il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, parce qu'il y a une grande faillite là-bas. Eh oui. Vous nous parliez aussi, Richard, de la fin du wokisme. C'est vrai que de plus en plus on en parle. Est-ce que vous disiez c'est un petit peu insufflé par le président américain, mais c'est aussi maintenant dans les mentalités. On en est revenu de ce wokisme, de ce mouvement, selon vous, d'après ce que vous constatez avec vos amis sur place? Depuis Trump, depuis qu'il a été élu, il y a eu une explosion même de certaines célébrités qui sont sorties, on ne sait pas d'où, qui apparemment ils étaient tout le temps contre ce wokisme, mais que maintenant ils n'ont plus peur de le dire. Et il y en a beaucoup. Il y a Kid Rock, c'est un chanteur de rock. Il y a James Woods, un acteur américain que pendant des années il pouvait pas travailler parce qu'il avait osé dire qu'il était républicain et il était contre le wokisme, certaines causes de LGBT, la cancel culture. Et vous savez qui c'est, James Woods? C'est un grand acteur américain. Oui, bien sûr. Il a fait des films avec. Il était une fois l'Amérique. Voilà, exactement. Et oui. Et immense James Woods. Oui, voilà, et c'est lui un des producteurs de Oppenheimer, vous savez le film. Oui, tout à fait. Il a ressuscité et maintenant, il recommence à travailler. Mais j'ai vu une interview de lui il y a pas longtemps sur Fox News et il disait que pendant des années, il pouvait plus travailler, quoi, parce qu'il était républicain, quoi. Il ne pouvait plus travailler parce que républicain. C'est assez édifiant ce que vous nous dites. Oui, mais même les comiques américains, vous savez, il y en a beaucoup des comiques américains qui étaient républicains et qui ne pouvaient plus travailler dans les comedy clubs. Ils n'étaient plus invités ou à la télévision. Et il y avait une forme de censure. Exactement. Et maintenant, il y en a certains qui pleurent, les démocrates, parce qu'ils sont pas contents. Mais bon, moi, je trouve que tout le monde devrait travailler. Mais ils viennent d'annuler un programme aux États-Unis, CBS, Stephen Colbert, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un comique américain qui avait un talk show. Oui. Et ils viennent d'annuler son show parce que ça coûtait à CBS 40 milliards. Et lui, il perdait 40 milliards par an, et lui, il gagnait pratiquement 20 milliards. Mais tous les démocrates aujourd'hui pleurent et disent non, c'est Trump qui a annulé le spectacle, blablabla, mais c'est pas ça, c'est une question de finance. Aux États-Unis, c'est la finance. Et oui. Et on vient de le voir encore avec cet art du deal de Donald Trump, avec ce qu'on appelle un accord, mais enfin qui n'en est pas un. On s'en rend compte de plus en plus au fil du temps, depuis 24 heures, qui est révélé cet accord. Merci en tout cas, Richard, c'était passionnant d'échanger avec vous, puisque vous êtes franco-américain. C'était extrêmement intéressant d'avoir ces deux points de vue du côté de l'Atlantique. Excellentes vacances
à vous, mon cher Richard. Et on continue. Vous aussi, et puis oui. Continuez votre travail, c'est super. Et j'adore Europe 1 et j'écoute souvent. Et merci, continuez à nous écouter, Richard. Merci d'être un fidèle auditeur et on poursuit nos discussions, Stéphanie. Oui.